c'est bon pour moi. Bah, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Et puis, de toute façon, ça vient de démarrer. J'appuie sur enregistrement, je t'ai pas prévenu, hein. Je te le dis. Bah attends, maintenant on sent ces choses-là, on se connaît. Bon, voilà. Bon, j'ai été en Espagne, ça leur a manqué. Alors là, il faut qu'on ait un épisode fort. Alors oui, j'ai vu qu'il y avait des plaintes, j'ai vu des messages comme quoi il manquait de régularité. Alors pas beaucoup, j'ai envie de dire, il y en a eu, et tu te dis toujours ok, un peu chiant, mais en même temps sympa. Et d'un autre côté, le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, est-ce qu'on a et là je te pose la question, sans embâche, des auditeurs fidèles mais compréhensifs, pas si fidèles que ça, ou ils en ont finalement absolument pas d'auditeurs. Peut-être c'est ça la réponse. Ou pas, peut-être, oui, personne nous écoute. J'ai des statistiques qui prouvent que certaines personnes nous écoutent, mais en tout cas, sur ces peu de gens, on est là, on n'est pas là. J'ai l'impression que ça ne change rien pour certaines personnes. Je pense quand même que les personnes qui ont écouté l'épisode du 10 avril ont bien entendu que vous seriez partis par Mons et par Vaux dans ces pays où le soleil brille et où les gens parlent fort. Oui. Et c'est pour ça qu'ils se sont pas plaints. Je pense que c'est pour ça. Ils ne parlent qu'en voyelles en plus. C'est ça, et souvent les mêmes. C'est particulier. Hein, comme, mais d'ailleurs, quand je suis arrivé en Ibérie, je leur ai apporté, je leur ai dit hola, oui. hermano. On rappelle que vous êtes pas spécialement hispanophone. Disons que je me bats avec cette langue depuis longtemps. Mais j'aime toujours aller voir des pays de tiers-monde pour leur apporter un peu la culture et le savoir. Bien sûr. Et je leur ai dit, tenez, je vous emmène les consonnes, puisque vous n'en avez pas. Sympa. Voilà. Sympa. Et je vous emmène un savoir, par exemple, l'omelette, oui. Le pain, oui. Les deux ensemble, c'est un non. C'est un no. Non, d'accord. Ils m'ont remercié. Oui, en fait, c'est presque un peu une mission d'évangélisation. Tu leur apportes le raffinement. Peut-être qu'il manque un peu à ces pays un peu rustres, disons. Ah oui, mais ça les rend pas moins sympathiques. Ils ont le cœur sur la main, les Espagnols. Oui. Ça leur rajoute même un petit peu de bagouille. C'est vrai qu'ils sont pas très malins, mais en même temps, quand ils appellent la France, on sent qu'il y a montre-moi un petit peu la lumière. Donc c'est naïf, comme ils le sont souvent ces autochtones, mais il y a un côté montre-moi un petit peu ton savoir. Et alors c'est rigolo. Ils essaient de reproduire. Alors j'ai vu des livres ça et là, j'ai vu des et donc principalement c'était quand même essayer d'exporter la culture stand-up. Alors, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup d'Espagnols dans la salle du MK2. Non, pas beaucoup. Bah, écoutez, bizarrement, peu d'Espagnols, alors que nous n'avions fait aucun effort de parler leur langue. Alors, je ne comprends pas. Normalement, tout le monde parle le français. Ça me paraît un peu évident. Oui, je pense. Je n'ai pas non plus sûr de ça à 100%. Me mettre à éructer des borborigmes hispanophones pour contenter. T'as même pas tenté un petit hola, un petit quetal. Non. Rien. D'accord. Non, mais c'était sympa. Mais non, parlons. Et moi, je veux un épisode 100% déconne. Si j'ai une anecdote marrante, je te l'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Si, voilà. Alors continuons dans le racisme. Est-ce qu'on a le droit d'être racisme culinaire? Par exemple, Douli, tu vois, l'humoriste, elle était avec moi. Elle voulait manger. Bon, déjà, elle dit, je veux des sushis. Je dis, en Espagne, c'est pas bon. On empêche, il y a des sushis au centre commercial. Bon, là, les mecs ont clairement l'air de venir plutôt d'Inde et du Pakistan. Là, je dis, peut-être. Ça nous change pas trop de la France, a priori. Ah non, ils sont asiatiques en France. Jamais, c'est des Chinois. Mais c'est ça. Mais ce ne sont jamais il y a une énorme différence. Les Indiens, par exemple. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc, je dis, Douli, sushi en Espagne, centre commercial, des mecs qui ont l'air de pas, déjà quand on est venu, ils avaient l'air surpris. Ils ont fait, voilà. J'ai dit, peut-être, on va pas les manger, ces sushis. Elle a dit, si, donc on les prend. Il se trouve que le menu sushi à 20 balles, c'était que des sushis et des makis. Pas de petites salades, rien. Juste, prends tes sushis, c'est tout, ferme ta gueule. Quelques sauces. Et c'est ça le drame. Ils ont mis
ces petits fils de pute, je leur pardonnerai jamais. Un petit, il y avait sur chaque sushi une petite goutte, un point de mayonnaise, une petite goutte de sauce orange que je ne sais même pas ce que c'était, et sur chaque, en plus, au milieu de la sauce orange, ça faisait comme un œuf au plat nul, il y avait une petite goutte de sauce qui aurait pu être une sauce soja normale, mais qui s'avérait être de la sauce barbecue. C'est barbare. Je crois que c'est l'intégralité de toutes les personnes décédées au Japon qui s'est retournée dans sa tombe. C'était là, je pense. Mais en même temps, je me suis dit, tu aurais dû faire confiance à ton racisme culinaire. Toutes les bouffes sont appréciables, mais faites par la personne du pays ou par une personne qui n'est pas très très loin. Même si j'aimerais pas manger. Il y a une limite géographique. Mais il y a une limite géographique. J'allais dire une limite de couleur, mais je ne vais pas dire ça. Et en vrai, moi je suis déjà allé, par exemple, au Japon, chez une personne qui était fan de bouillabaisse. C'est-à-dire qu'au Japon, il y a des geeks de tout, et lui, il était geek de la soupe et de la soupe du sud. Et on allait chez lui, il y avait des Français, mais il était trop content. Il faisait des espèces de ramen un peu inspirés, mais de soupe un peu à la poiscaille de Marseille. Et genre, c'était la Mecque pour lui. Il allait à Marseille apprendre l'art de la poiscaille sur 8 générations. Attends, quand c'est un passionné, à la limite. Mais c'est ça le truc. Tu vois. C'est ça que je dis. Mais quand t'en fais un business, est-ce qu'ils vendaient autre chose que des sushis? Non, mais c'est ça. Si les deux mecs là, ils avaient l'air vraiment passionnés de l'histoire du sushi. Voilà. Ouais. Que c'était pas dans un centre commercial à deux, qu'ils avaient pas l'air surpris quand on leur a dit le truc. C'est juste ça. Donc c'est pas qu'un racisme culinaire, c'était juste à un moment, il faut un petit peu de fier aux apparences, par exemple. Mais tu sens que, en fait, il y a des paramètres quand tu vas dans un restaurant, et c'est le cas pour tout. Même un restaurant bourguignon, je veux dire, il y a des paramètres. Et là, en effet, tu cochais à peu près toutes les cases qui font clignoter le petit voyant rouge. Bon, tu dis, n'y va pas. Et en plus, c'était ignoble, vraiment. Et des sushis de merde, je peux en bouffer, mais immédiatement, j'ai senti ça. Je suis pas surpris. Et j'ai senti que j'ai eu il y a eu un désastre culinaire, mais j'ai aussi eu peur. Est-ce que la peur d'être malade? C'est ça. Il y a eu une peur qui est remontée. Parce que j'ai quand même des antécédents avec un poulet pas très cuit qui m'a à Amsterdam, qui m'a valu. C'est quand même le seul con qui a été malade comme un chien à Amsterdam, pas avec de la drogue, tu vois. À l'aéroport, je reviens, j'ai 42 de fièvre, je sais plus où je suis, les yeux dans le vague, et je dis au mec de l'avion que je suis malade, et il va leur expliquer que le poulet était pas cuit, avec ma gueule. Donc bon, voilà. Mais on n'a pas été malade. Mais j'en ai pas bouffé beaucoup. Hein. Douli, elle s'est fait les 20, mais bon, Douli, elle vient de la rue. Je pense elle est solide, elle est costaud. Elle peut tout encaisser. Moi, je pouvais pas tout encaisser, et après, bon, j'ai pas été malade. Bon, mais c'est vrai que je cochais pas. Il y avait rien calé, quoi. Il y avait rien calé dans. Donc tout n'est pas acheté. Finalement, tout n'est pas acheté dans ce petit. Est-ce que tu pourrais retrouver le nom de ce resto? Bah, c'est pas un resto, c'est dans un centre commercial dans la banlieue de Madrid. Très bien d'ailleurs, parce qu'en fait nous on m'a dit on jouait dans un MK2, mais je pensais qu'ils avaient acheté on jouait dans un vrai MK2, genre on jouait dans un cinéma. Et un cinéma énorme. Oui, parce qu'on en parlait il y a 10 jours. C'est donc vraiment un cinéma. C'était un cinéma. J'ai des photos sympas, et du coup sur l'écran ils avaient projeté nos têtes, et du coup j'ai vu ma tête en beaucoup trop gros, et je suis content de ne pas. C'est bien que j'ai pas de carrière, et que je sais pas si je supporterais de me voir au cinéma sur un écran énorme. Et ce qui était drôle, c'est que tu supporterais de faire 12 mètres, d'avoir une gigantesque tête. Tu préfères te voir au cinéma toute ta vie, dès que quelqu'un regarde un écran, c'est toi, ou tu fais 12 mètres et t'es la seule personne au monde qui fait 12 mètres? Bah, je fais déjà un peu 12 mètres. Alors oui, mais déjà, mais imagine ça... Mais ce sera pas exactement. Non, en vrai. Là aujourd'hui, si on te dit. 12 mètres et que t'es le seul, tout le monde te regarde quoi qu'il arrive. Hein. Là, on te dit, jeune homme, est-ce que vous pourriez m'aider à prendre cette boîte de maïs qui est un peu haute? Si tu fais 12 mètres, on te dirait, monsieur, arrêtez de venir au Franprix, vous le détruisez à chaque fois. C'est-à-dire rien que le fait d'essayer de rentrer, vous le détruisez. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Donc ce sera pas exactement la même. Non, plutôt le choix 1 alors. Parce que. Qui est dur aussi, hein. C'est-à-dire qu'en permanence, dès que quelqu'un veut voir un film ou quoi que ce soit, t'es dedans. D'une façon ou d'une autre.
ça doit être insupportable. Il doit bien y avoir des répercussions négatives. C'est comme l'appli Face machin là, tu vois, où tu remplaces des têtes. Sauf que. Mais tu fais tous les acteurs. Tu fais tout. C'est tous les trucs en fait qui existent de la pop culture. C'est le seul acteur du monde. Non, ils existent déjà, mais toi, ce que tu vois, c'est que tout le monde tu vois, comme l'application où tu remplaces le visage là dans les films, tu vois tout le temps. Donc tu regardes Roméo et Juliette, c'est que toi, Star Wars, c'est que toi, ils ont que ta tête. Ah oui, mais alors attends, ça c'est que pour toi quand tu regardes ou tout le monde ne voit que toi? Non, tout le monde, mais personne n'en parle jamais. Enfin, en fait, c'est tabou. Oui, toi, c'est le truc chelou, mais t'as envie en permanence de dire, mais vous trouvez pas que genre tous les acteurs me ressemblent? Et les gens font non, je crois pas. Je préfère ça. Ouais, ou que faire 12 choisir. Oui, non, parce que c'est vrai que si tu fais 12 mètres. C'est vrai que si tu fais 12 mètres, de toute façon, t'aurais. Chiant. Bah oui, les gens t'aimeraient pas. Non, tu peux pas faire ta vie. Je veux dire, rien n'est adapté. Déjà, quand tu fais 2 mètres, c'est pas adapté. Tu vois, les fringues, les avions, les lits, rien ne va quand tu fais 2 mètres. Alors quand t'en fais 12. Si on vous proposait les billets d'avion 30% plus chers, mais avec que des grands dans l'avion. Que de la place pour les grands? Non, que des grands. Il y a que, de fait, il y aurait que des grands parce qu'il y aurait que de la place pour des grands. Ça dépend. Non, mais si c'est que des grands dans des avions normaux où on est tous coincés, non, aucun intérêt. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais l'avion serait fait pour les grands, mais il n'y aurait un peu plus cher. Mais il n'y aurait que des grands dedans quand même. Oui, ça me pose pas trop de problème. D'accord. 30% non, de plus. J'ai rien contre eux. C'est déjà un peu le cas, tu sais. Quand on réserve, ils proposent des places où il y a un peu de place pour les jambes, un peu plus cher. Et vous les prenez à chaque fois? Non, je l'ai jamais fait parce que tu sais, tu te retrouves dans des places à la con où t'as pas de table ou de fauteuil devant toi, donc pas d'écran, ou bien t'es à côté de la porte et ils te disent bon, en cas de dépressurisation, quand les masques vont tomber, donc déjà moi c'est la fin de ma vie, ils te disent il faut que vous soyez là pour nous. C'est vous qui devrez, en cas d'amérissage, ouvrir les portes. Je dis, c'est bon. Attends, c'est vrai ça? Je suis là. Ouais. Quand t'es à côté de la porte, c'est un truc, tu sais, le premier de la rangée. C'est pas parce que t'es grand. Non, j'ai cru. Non, sinon il faudrait. J'ai cru qu'ils allaient voir les grands au début. Grand. Si jamais c'est la merde, c'est toi qui ouvre la porte, mais pourquoi? Ouais. Hein. Ok, bonhomme. Entre nous. Hein. Bonhomme, on compte sur toi. Hein. J'adore. T'es déjà à ton 3e whisky avant même de monter dans l'avion. Je suis fan des Lakers et de Pau Orthez. Hein, j'ai repéré un grand quand j'en vois. Merci. C'est toi qui nous sauve le jour. Donc toi, bonhomme, on compte sur toi pour ouvrir la porte. Je crois que c'est ça. Ouais. Et donc. Et il y a une boîte de maïs un peu haute. Pour le siège 42B, tu vas aller nous la chercher. Ça, c'est vrai, tu l'avais mis dans un top, mais c'est vrai que des vieilles te demandent de leur choper des boîtes. Parce que maintenant, les supermarchés, ils font gaffe quand même. Les trucs, ils les mettent pas trop. Non, il y a qu'encore des trucs en hauteur. Soit les gens osent et demandent. Ça m'est déjà arrivé, mais pas les petits vieux. Les petits vieux, ils adressent pas la parole. Donc les petits vieux, il faut aller toi-même te proposer. Et sinon, tu vois une vieille qui saute. Bon, je vais t'aider. Dis-le, parle. Mais non, ouais, les gens le font. Les gens le font vraiment et c'est toujours, tu sais, un petit plaisir de leur donner, quoi. Alors que j'y suis pour rien. Hein. J'ai pas choisi de faire 2 mètres, mais ça me permet de. Je sais pas. Je me sens un peu utile à la société quand j'ai pu donner un petit truc d'huile d'olive à une vieille. Bah oui. Ah. Il y a rien de mieux ça de faire un petit truc. Et te dire, ça gratos, va, je suis un gars bien et tout. Moi, j'avoue, je suis pas comme ça, là, j'ai l'air ronchon. On se dit, tiens, c'est pas le gars le plus serviable. Franchement, moi, dès qu'on me demande, je suis content, ça m'arrive d'aider franchement, c'est très rare que j'aide pas, je peux aller loin. Hein. Ce qui me fait très mal au cœur, c'est parce que je pense toujours que tout le monde a un smartphone, ce qui n'est pas le cas. Mais du coup, souvent, les gens me demandent leur chemin. Et du coup, je finis par leur montrer le smartphone. Et putain, je les vois galérer avec 2 feuilles de papier et tout. Mais des fois, ce qui m'agace, c'est qu'ils ont un smartphone. Et là, je comprends plus trop, quoi. Je comprends plus trop le. Ouais. Mais tu vois, par exemple, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps d'aider un petit monsieur aveugle à traverser.
Et écoute, je l'ai aidé à finir sa vie. Hein, bah je l'ai emmené jusqu'au. Il ne m'avait pas demandé, mais je l'ai senti dans ses yeux. Enfin, pas dans ses yeux, mais j'ai senti quelque part dans son attitude qu'il avait envie d'en finir. Et j'ai fini par le pousser dans le fleuve. Non, mais tu vois, juste ça, je sentais qu'il galérait. Bon, évidemment, il m'a pas demandé puisqu'il m'avait pas vu. Mais c'était un passage compliqué. Il y avait des feux en décalé. Il se lançait, il reculait. Bon, bref. Ouais, tu sentais que ses chances de survie. Là, c'était très très faible. Hein. T'as l'impression que c'était une partie de ce vieux jeu vidéo, là, Frog. C'est la grenouille qui va traverser. Il faut éviter les bagnoles. Tu sentais que tu te lançais dans une partie. Je me souviens pas de ce. C'est très vieux. Vous êtes un gamer, vous après. Ouais, mais c'est très vieux. Ça. Mais voilà, c'était ça. Et du coup, bon, déjà juste le fait de l'aider, je me suis dit ok, donc déjà ma journée est pas. Je vais pas me foutre en l'air ce soir. Aider quelqu'un, bam, c'est un handicapé, bam, bam. C'est fait, bam. Et en plus après il parle, on fait un peu connaissance et il est sympa et c'était sympa et je me suis dit bah putain, tu vois ça y est, il y a un sens un peu à cette vie de merde, c'est aider les petits vieux et les aveugles à traverser la route. Franchement, c'est encore une histoire de trucs pratiques, hein, mais et si au milieu de la route, il te dit merci, c'est pas un arabe qui aurait fait ça. Est-ce que tu fais demi-tour et tu le laisses au milieu de la route ou tu quand même l'emmènes de l'autre côté? Non, mais après tu connais ma technique avec les racistes, je l'ai déjà dit. Donc t'es plus raciste qu'eux. Voilà, donc je veux dire un truc pire jusqu'à ce qu'il m'arrête. Je voulais parler justement du fait je fais partie des gens qui s'énervent dans la vie de tous les jours, qui sont en colère, et j'aimerais parler des gens calmes qui m'insupportent et qui n'ont pas l'air de comprendre des trucs très très simples dans le fait. Par exemple, je ne comprends pas les gens qui disent qu'il faut arrêter de s'énerver, et je ne comprends pas les gens qui comprennent pas les gens qui disent par exemple tu t'énerves pour rien. Et ce que je ne comprends pas, c'est que l'énervement en fait, parler de plus en plus fort. C'est en fait un truc très simple pour exprimer à quel point un truc nous casse les couilles. C'est un outil que l'humanité nous a donné pour dire ça. Par exemple, quand quelqu'un crie beaucoup et on lui dit vas-y arrête, c'est pas si grave. Il se trouve que si c'était pas si grave pour cette personne, il ne crierait pas. Donc je ne comprends pas les gens qui ne comprennent pas les gens qui crient. Toi, je sais que t'es plutôt d'un naturel calme. Je vais te demander de descendre un petit octave. Oui, et en plus, et alors ça c'est mon côté parano, mais je suis quasiment sûr que les gens connaissent très bien les techniques pour désénerver les gens énervés, mais du fait que quand on leur crie dessus, ça les agace, ils font tout pour que le mec s'énerve encore plus, parce que de toute façon, même si un gars a super raison, ou une fille, même si t'as super raison, mais que tu cries, le monde des gens calmes décide que de toute façon t'as tort. Et ça m'agace. Alors, toi t'es un calme, donc tu vas m'expliquer ton point de vue. Alors, non, pas du tout. Alors, je pense que tu es en train de nous dessiner un monde en noir et blanc, avec d'un côté les gens qui chauffent et de l'autre les gens qui chauffent pas. Je pense, pour être quelqu'un, tu le sais, je suis balance, ascendant balance, quelqu'un d'assez posé, il m'arrive quand même assez régulièrement de m'énerver. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui laissent l'énervement ou la colère, cette forme, prendre le pas sur le fond et qui disent n'importe quoi. Et qui, eux-mêmes, et moi quand je suis très en colère, ça m'arrive, n'ont plus aucun sens de la répartie, n'entendent plus rien, et du coup, c'est même pas est-ce que c'est légitime ou pas d'être en colère, c'est quand tu es en colère, tu ne fais plus sens et limite, c'est mauvais pour ton argumentaire. C'est pour ça que moi, j'essaye souvent, quand je suis énervé, tu vois, il m'arrive par exemple même au taf ou quoi, de faire un long mail bien vénère, et ben je l'envoie pas. Je me pose, je vais faire un tour, si je fumais, j'irais fumer une clope, mais c'est ça le principe. Et quand je reviens, ça peut être le lendemain, mais j'aime pas trop laisser la nuit dessus, moi je préfère que ce soit terminé, sinon par contre ça m'énerve après, et je m'énerve tout seul, mais j'y reviens 10 minutes après, un quart d'heure ou 20 minutes, et je me rends compte que mon mail est un mail de merde, que ce que je dis en 60 lignes en étant très énervé, je peux le dire en 20 en étant beaucoup plus calme. Et généralement, par contre, je me dis pas que j'ai tort. Je pense que c'est pas la colère me fait avoir tort, c'est juste la colère me fait mal formuler ce que j'ai à dire.
C'est ça. Bah moi c'est tout ce que je veux dire. Ça, on est d'accord. Et mais moi justement, en fait, je soupçonne. Qui t'es pour me dire qu'on est d'accord en fait? Non mais moi ce que je soupçonne, c'est que justement, il arrive que des gens. En fait, pour moi, le mécanisme de la colère, quand le gars qui est énervé est pas un fils de pute, c'est il dit un truc qui peut être un peu vrai. Quelqu'un est dans le déni en face, puis il le dit un peu plus fort. Et là, quelqu'un voit la piste en disant « Oula, mais attends, je dis de la merde depuis tout à l'heure. Mais si ce mec criait très fort, j'aurais enfin un argumentaire pour arrêter cette discussion où je n'ai rien à dire. Donc, je vais jouer cette partie-là. Donc, je vais commencer à éviter toutes les questions pertinentes sous prétexte que de toute façon, elles sont dites trop fortes. Tout en oubliant qu'elles sont dites trop fortes, puisque ça fait 10 minutes que je n'y réponds pas comme un connard. » Oui, mais ça, c'est souvent aussi, c'est souvent une technique pour décrédibiliser quelqu'un. C'est ça, c'est dire mais non, mais de toute façon t'es hystérique. C'est pas, je comprends. Ça me rend ouf. Je suis d'accord avec ça toi. me rend ouf parce que pour moi, mais non, mais tu sais que je sais que c'est trop grave. Mais pour moi, les gens qui font ça, à l'intérieur de leur cerveau, il y a Monsieur Burns qui se frotte les mains en disant j'ai tort depuis le début. Et en fait, j'aimerais savoir ce qu'ils ont dans la tête, ces fils de pute. Est-ce que vraiment c'est conscient? Je pense que même sans se dire sans se dire qu'ils ont tort depuis le début, je pense que en effet, il y a un côté toutes les armes sont bonnes pour gagner un débat et que s'ils voient qu'ils commencent à, c'est comme disent les Anglais, un peu se glisser sous ta peau en passant, en utilisant telle rhétorique ou quoi, évidemment t'insistes parce que tu vois une brèche. C'est ça si tu vois chaque discussion comme un combat. Mais si tu arrives à garder un peu la tête froide et que t'es pas ce genre de connard, tu vois, qui juste refuse de dire ah ok peut-être que j'avais tort sur ce point. Normalement, tu montes pas dans ces tours-là. En fait, ce qui m'énerve, trouver un terrain d'entente ou à revenir en arrière. Ou, moi, j'arrive très bien à considérer et à admettre que crier, et voire frapper, insulter, c'est des violences et qu'on peut dire que c'est de la violence. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on refuse de considérer que la manipulation, mentir sciemment, mentir en souriant, omettre des trucs, refuser le débat. Tout ça, c'est d'autres violences. C'est clairement, c'est ce qui m'énerve à chaque fois quand il y a des débats sur la violence, des mecs qui font des mouvements sociaux. C'est que le mec d'Air France qui se fait déchirer sa chemise, c'est un mec en costume peut arriver et dire annoncer des licenciements et dire que faire travailler des enfants c'est sympa, mais il l'a dit gentiment, donc c'est pas grave. Alors que 3 mecs qui ont perdu toute leur vie à cause d'un fils de pute qui lui déchire sa chemise, c'est des barbares. Et on est d'accord que c'est pas bien la violence. Je suis tout à fait, mais je déteste qu'on considère pas que l'autre truc, c'est pourquoi la violence verbale, la manipulation, la fils de puterie, c'est pas considéré comme de la violence dans notre monde. Ça me rend fou personnellement. Et effectivement, ça donne un peu envie de taper les gars en disant ah bon écoute mon gars, c'est quelque chose qui a été si c'est que moi qui a été souvent évoqué en effet justement après l'exemple dont tu parles de la chemise déchirée, mais ça a été le cas à chaque grève, à chaque prise d'otage de patron. Il y a toujours ce truc là de se dire à quel moment c'est pas de la violence sociale de pas pouvoir bouffer à ta faim ou pas pouvoir nourrir tes mômes, de devoir aller au resto du cœur, tu vois. En sachant que je prends là c'est revenu sur un sujet hyper grave. À la base, je parle de moi et ma meuf on s'engueule parce qu'il y a trop de sel dans le gratin. Attention. Pourquoi vous vous engueulez? Pourquoi vous Alors oui, voilà, tiens, parlons de ça. Ça va être plus léger. Mais je m'engueule quasiment jamais avec ma meuf. Et ça fait peur parce que nos potes s'engueulent tous. Souvent beaucoup, nous c'est jamais au point de gueuler. Mais moi j'aimerais qu'on gueule. Parce que pour moi, s'engueuler, c'est une étape vers la fin d'un débat. On est là, chacun expose ses arguments, on s'énerve, on crie, c'est fini. Le problème, c'est que on peut pas. Si tu fasses à quelqu'un, en fait, moi, je joue à la boxe et elle joue à l'escrime, où elle évite. Tu vois, elle fait vite, et c'est super casse-couille. Parce qu'en fait, vu que vous n'êtes pas dans la même discipline, ça n'avance pas. En fait, moi, mon but, c'est de pas m'engueuler. Donc, j'ai besoin d'avoir certains débats qui peuvent déboucher en engueulade pour qu'ils soient terminés pour toujours. Le problème, c'est qu'on est sur des trucs jamais finis qui reviennent. Alors que je pense que un bon conflit, ça permet. On en a souvent au taf. Ils sont souvent. Ils nous accordent 6 mois de paix souvent parce que tout le monde a lâché ce qu'il avait à dire. On a compris.
Et moi, je suis pour le conflit, le débat. Je suis pour que ça monte dans les tours. Je suis pour qu'à un moment, on ait tout dit, quitte à aller trop loin. Oui, comme mais ça, alors, après, tu c'est vois, fini. d'un côté, je suis tout à fait d'accord. Évidemment qu'il vaut mieux lâcher que tout garder et qu'il y ait des non-dits et que ça explose. D'un autre côté, il y a, je trouve, énormément de couples insupportables qui s'engueulent tout le temps, qui ont des sortes de fonctionnements de merde uniquement basés sur le conflit et la plupart du temps, quand les gens sont là parce qu'ils sont à moitié en représentation et que leur couple n'existe que par le regard des autres. Et moi, ces gens-là m'insupportent. C'est-à-dire que ceux qui vont passer, tu fais un week-end avec eux, ils vont se faire la gueule pendant 2 jours parce que y en a un qui a pas fait ce qu'il fallait ou l'autre qui a fait une remarque pour rien, tu vois. Et ensuite, ça va piquer une crise pendant 2 heures. Et toi, t'attends comme un con avec tes potes en disant bon, on va attendre qu'ils aient fini et puis on pourra aller au resto. Enfin, tu vois. Je trouve pareil. C'est un autre extrême insupportable. Ah non, tout passe par des engueulades. Putain, parlez-vous, vous êtes adultes. C'est méga relou. C'est pas la peine de gueuler pour tout, quoi. Non, mais moi, en vrai, je n'aime pas ça. En fait, chaque fois que ça gueule, je me dis, mais en fait, on aurait tellement pu en parler si on. C'est vraiment un truc que j'aime pas en plus, mais des fois je ne sais. Avoir des désaccords, c'est normal. Je veux dire, moi j'ai des désaccords. On n'est pas d'accord sur tout le temps comme des benets, évident. Ce serait l'enfer. Mais jamais on se hurle dessus. Et pour avoir vécu en coloc avec des mecs qui eux étaient en couple, on pouvait comparer. Et même maintenant avec nos potes, on compare. Ça n'a rien à voir. Et encore, on voit pas la moitié des trucs, tu vois, qui se passent. Non mais attends. Qui se passe chez eux. Mais tant mieux. À la rigueur, tant mieux qu'elle fasse de l'escrime et moi de la boxe. Je te dis parce que sinon, effectivement, si j'avais quelqu'un d'aussi con en face de moi, je suis pas là pour défendre bec et ongle les gens qui s'énervent. Je dis juste que normalement, il y a une manière très très simple de fonctionner avec ces gens et que les gens ne l'utilisent pas. Et je sais pas, c'est parce que en fait, je crois que c'est soit ils comprennent pas les gens énervés, soit ils ont envie de les faire chier. Soit ils comprennent les gens énervés, mais ça les a tellement eux-mêmes, ils sont tellement, c'est trop chiant de se faire crier dessus. Je comprends. Bah, écoute, on n'a pas envie de donner raison aux gars, quoi. En tant que mec un peu plus calme, je trouve aussi que parfois il y a beaucoup de gens qui montent dans les tours tout seuls et pour rien. Oui, mais c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et si tu me gueules dessus, je vais pas, je pense que c'est pas la peine. C'est une manière d'essayer de gagner un argument par la violence, en tout cas la violence verbale. Tu vois, moi, j'ai pas envie de reculer pour ça. C'est pas une manière de débattre et parfois, je dis bon, écoute, là, on a tous les deux 33 ans, peut-être que c'est pas la peine de gueuler. Parlons-en calmement. Mais moi, si tu gueules, je rentrerai pas dans ton jeu. Mais ça, c'est spécifique. Moi, j'adore. En fait, moi, j'aime le débat. Sinon, on n'aurait pas. Ce que je déteste, en fait, c'est quand quelqu'un ne rentre pas dans le débat ou dit des trucs qui sont incohérents ou en fait, moi, vraiment. Oui, d'accord. On m'a toujours dit, par exemple, tu vois, on me dit toujours, ah, mais toi, tu vas avoir raison. Alors que j'en suis persuadé, je ne veux pas avoir raison, je veux que ça soit résolu. Ça m'arrivait plein de fois dans des débats, le mec il me dit ça, je fais ah ouais, bah ok, terminé. Mais ça me dérange pas en fait moi d'avoir tort. Ce que je veux c'est qu'on trouve. En fait, c'est quand par exemple quelqu'un me casse les couilles sur un truc, je vais essayer de comprendre la raison. Et des fois, même si la raison elle est bidon, du fait que c'est sa raison à lui et que en fait je veux juste comprendre la logique, c'est la logique des sentiments que je veux comprendre. Quand quelqu'un il fait un truc chelou, si à la fin il me dit ouais mais c'est parce que en fait moi c'est limite de la psychanalyse, mais même si quelqu'un me donne une raison bidon, genre il fait un truc relou, on est en vacances, il prend toujours le même truc dans le frigo et même s'il me dit ouais bah chez moi il y avait on se battait avec mes petits frères pour le Fanta et du coup c'est pour ça que je pique le Fanta. Mais n'importe quoi auquel je peux me raccrocher qui fait que ton truc t'es pas juste un fils de pute ou en tout cas qu'il y a une logique derrière ta fils de puterie. Mais mon gars, je me suis engueulé avec avec un pote il y a pas longtemps. Un jour il m'a dit bah écoute en fait je crois que si je te dis des trucs chiants c'est à cause de tel truc de ta vie qui me gonfle. Et j'ai fait ah c'est ça et ben voilà c'est tout pardonné j'ai compris. Mais c'est quand tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que au bout d'un moment, ce côté chercher, tu vois, du sens ou des raisons ou être convaincu, il est même pas, il est même plus envisageable. Tu pars du principe qu'il y a des débats où il y a une vérité et il faut juste qu'on la trouve. Le problème, c'est que la plupart du temps, et notamment au travail, ces débats-là, ils viennent de conviction. Chacun de ses côtés a sa conviction. Il n'y a pas de bonne réponse. On est tous, par exemple,
on poste une vidéo, tu penses que ce titre-là est le plus adapté, moi je pense que c'est l'autre. Évidemment, ça va jamais jusqu'à s'embrouiller parce que les enjeux en valent pas la peine. Mais si on se prenait la tête sur des sujets comme ça, et c'est souvent ça, moi, qui m'énerve le plus, c'est qu'on perd du temps à essayer de convaincre l'autre, alors que le seul moyen de savoir, c'est de poster la vidéo. Et peut-être de se dire, on saura pas parce qu'on peut pas poster les deux, mais en tout cas, tu vois, les débats de conviction, pour moi, c'est les plus grosses pertes de temps aujourd'hui parce que je sais très bien que jamais les gens ne changent d'avis. Jamais. Mais s'ils le font, ils le feront plus tard chez eux en se disant, ah, peut-être il avait raison, mais tu vois, et ces débats de conviction-là Mais ça, si vous voulez faire une bonne action dans la vie, au lieu de faire marcher des aveugles, rappelez-vous de certaines discussions où en fait vous aviez eu tort, rappelez les personnes 12 ans après et dites-leur. Vous savez pas ce que ça peut faire. Ça, il y a des amitiés qui peuvent renaître. Il y aurait plus d'enfants sur Terre. Tout irait mieux. Moi, ça m'est arrivé, de dire à des gens, en fait, j'étais con, t'avais raison, totalement oublié, objectivement. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que, a priori, j'ai quand même jamais eu tort. Non, mais moi, j'ai menti. J'ai menti. J'ai dit que je le faisais, mais je l'ai jamais fait. Non, mais c'est évident, c'est évident. Mais par exemple, je pense que tous les débats n'ont pas une réponse. Il y en a un que tu connais et je sais que tu détestes. Et ça me dit pas que ça t'énerve pas. On s'engueule sur un petit truc, de toute façon c'est terminé, il reste 3 heures dans le week-end, et au lieu de se dire bon bah c'est vraiment terminé, quelqu'un boude et va nous niquer ces 3 heures, et quand on essaie de lui expliquer, il nous reste que 3 heures, de toute façon on n'est pas d'accord, viens, change. En fait ce qui m'énerve dans la nature humaine, c'est qu'on n'arrive pas avec la raison à niquer les sentiments par... Des fois, on peut se dire, par exemple, tu boudes. C'est quelque chose que tu sens dans ton ventre et dans ta tête. Mais techniquement, on peut t'expliquer que dans 5 heures, t'en auras rien à foutre. Ce que tu sais. Qu'il nous reste que 3 heures dans ce week-end. Ce que tu sais aussi. Et t'es pas capable, avec ton putain de cerveau, à faire évoluer. Ça me rend dingue, en fait. Que, normalement, on devrait faire des maths et se dire, c'est vrai, il reste que 3 heures dans ce week-end. Finalement, ce truc, c'est pas si grave. Je mets ça de côté. On passe 3 bonnes heures maintenant. Mais tu peux pas. Et effectivement, c'est peut-être moi qui suis fou à essayer de débattre avec des gens dans la raison quand finalement, on se bat contre des êtres émotifs dont on ne peut rien faire, quoi. On ne peut rien faire. On peut te l'expliquer 1000 fois. C'est comme ça. Ça m'insupporte. Je comprends. Tu vois ce truc où tu dis à quelqu'un mais arrête de faire la gueule, il nous reste plus de temps, et puis quand même elle fait la gueule, et que tu sais pertinemment que dans un jour elle s'en foutra. Donc t'as envie de lui dire bah viens, tu t'en fous, mais maintenant, puisque ça sera fait de toute façon. Tu fais la gueule, toi? Non. Moi je comprends pas ce principe. J'avoue que faire la gueule, j'ai pas trop les codes. Alors après, on est d'accord que c'est plus un truc de meuf. Non, je pense pas. Il y a des gens qui... Non, mais je rigole, pas du tout. C'est juste que je n'ai pas... Moi, les seules expériences que j'ai eues de gens qui font la gueule... Parce que les trucs de meuf, c'est travailler moins bien et conduire moins bien. Donc c'est pas ça peut pas être ton truc. Oui, pardon, non, ok. Oui. Non, mais j'ai confondu. Allez, mais t'as pas un fait divers, y a pas un japonais qui a mangé du vomi? Si, bien sûr. Alors moi, j'ai un truc pour toi, mais c'est pas... Je voulais justement pas parler parce que c'était pas forcément hyper fun. Mais j'ai découvert qu'il y avait dans mon quartier, le 20e, une secte hallucinante. Ah, ça hallucinante. Et liée à l'Est parisien. Alors je suis... non, mais attends, la famille là, la famille géante. Exactement. Ouais. La famille, ça s'appelle La Famille. Bon, a priori, les gens connaissent. Moi, j'ai un peu découvert ça avec la sortie d'un bouquin qui est sorti là ce mois-ci. Ça s'appelle donc La Famille. Ils sont principalement dans l'Est, vers Nation et porte de rue de Montreuil et vers chez moi. Et ils descendent de la Révolution et de jansénistes complètement frappés avec des prophètes. Donc c'est 5 familles, ou je sais plus combien, mais un nombre très limité de familles qui ne vivent qu'entre eux, qui ne se marient qu'entre eux. Ils ont des maladies de consanguinité, de trucs, parce qu'ils ne se marient qu'entre cousins. Ils essayent quand même de pas faire des trucs de frères et sœurs pour pas être complètement poteau. Mais bon, des fois, forcément, tu vois, des petites envies. Et voilà, donc forcément, au bout de 200 ans de mariage entre cousins, ça fait mal. Donc c'est 8 couples en 1819 qui ont uni leur destin et qui ont décidé de vivre ensemble. Donc il y a quasiment des barres d'immeubles entières où ces 8 familles vivent. Ils ont des codes à eux, des mots à eux, des noms à eux, un prophète à eux. Par exemple, ils ont un langage à part. Donc le diable,
pour eux, c'est rototo. Dieu, c'est bon papa. Alors, en fait, ils vivent dans un livre pour enfants. Mais trop bizarre. Les fiançailles, c'est les accordailles. Et lire les livres pieux, la Bible et tout, c'est faire Ramcha. Mais du coup, ils ont leur propre Bible? Ou ils sont chrétiens? Alors, est-ce qu'ils ont leur propre texte? A priori, ça descendait quand même, en tant que janséniste, de textes établis, chrétiens et tout, mais je pense que ça a dû un peu vriller, mais on retrouve les mêmes bases, avec un des mecs de la famille qui est devenu leur chef, qui a édicté des règles en 1892, et en gros, ils sont quasiment encore sur ces règles-là. Donc les femmes ne coupent pas leurs cheveux, interdit d'être avocat, ça c'est marrant, on va pas faire ces métiers de merde, interdit d'être avocat parce que la seule loi qui prévaut, c'est la loi divine, évidemment, et interdit d'être médecin, évidemment, ou infirmier, parce que c'est Dieu qui est maître des corps et pas la médecine. Et du coup, le commerce, tu devines bien pourquoi, c'est également un secteur peu apprécié. Donc attends, c'est moi ou c'est que des trucs où les clichés veulent qu'il y ait des juifs? Écoute, c'est un peu ce que je me suis dit à la lecture de l'article. À voir si à l'époque c'était aussi pour ça, mais en 1892 c'est fort possible. Interdiction des spectacles de Patrick Tepsit ainsi que de manger du houmous, mais ça n'a rien à voir avec. Rien à voir. Donc aujourd'hui il y a quand même des vaccins et des enfants scolarisés, mais ça reste quand même très très rigoriste. Mais tu vois, moi, il y a un truc que je comprends dans les gens qui font des trucs sectaires, c'est que les gens sont toujours hallucinés qu'un truc sectaire soit extrémiste. Mais le truc, c'est que tu ne peux que l'être, puisque à partir du moment où tu laisses une mini brèche sur le monde normal, n'importe qui va dire mais en fait vous êtes totalement fou. Donc moi je comprends que c'est ça. Donc là sur les 4000, il y en a qui s'en vont. Donc il y a des anciens, ils ont un nom d'ailleurs, ceux qui sont partis, je sais plus comment ils s'appellent, qui ont témoigné récemment, qui disent que quand même ça va un peu mieux, quand même, il y a un peu de changement, mais t'as pas le droit de t'habiller en rouge, par exemple. Mais ça par contre, oui, que ça soit. Parce que le rouge c'est le malin. Ah d'accord, ouais. Mais que ça soit une religion, une secte, n'importe quel truc un peu comme ça. Moi, je comprends très très bien les gars qui tiennent ça de même, parce que tu peux pas être c'est pas un truc où tu peux être entre deux. Parce que si t'es entre deux, ça n'a plus de sens, ça n'a plus vraiment plus de sens. Ouais, bien sûr. Si c'est, il commence à l'être un petit peu, tu vois. Bah ouais, mais ça c'est le début de la fin. J'ai envie de le dire, les gars, non, faut continuer à serrer la vis. Quitte à être moins, quitte à être que deux à la fin, faut être. Déjà, de toute façon, écoute, a priori, donc quand tu trouves pas dans les 70 qu'on te propose, en gros, t'as le choix entre 70 personnes, à peu près tous tes cousins. Si tu trouves pas dedans, tu deviens une tante, ça s'appelle. Et c'est incroyable. Mais de fait, elle pourra pas être dans l'expansion rapidement, puisque donc on peut pas rentrer dedans, quoi. Non. A priori, il n'y a pas de pièces rapportées. Donc après, c'est comme un virus, mais très lent, quoi. Je veux dire, ils peuvent. Et s'ils dépassent, un peu comme en Islande, s'ils dépassent les 12% de gènes en commun, on leur suggère quand même de pas se marier. Donc il y a des petits tests. Donc ils vont quand même voir des médecins. Voilà. Il y a des petits tests pour calculer la consanguinité, notamment grâce à Généanet, le site en ligne. En fait, ils n'ont pas tant besoin d'aller voir des médecins. Mais il y a une appli, tu sais, on en avait déjà parlé, mais en Islande, ils ont une appli pour ça. En gros, pour savoir si tu vas te taper ta cousine ou pas, c'est important. 12% 3, mais j'ai quand même très envie de baiser Marie-Cécile. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, 12-3, fais voir la photo. Écoute, 12-3, avec un pétard comme ça, le 12-3, je te le donne. Tu l'as. A priori, ils font pas chier, étant donné que la meuf dit, dans la réalité, certains ménages partagent 25% de gènes en commun. J'ai 78% avec Marie-Sophie, mais j'ai très envie. J'ai vraiment la dalle. Oui, mais c'est ta mère. À un moment, ça ne marche pas. Ce qui donne malformation, évidemment héréditaire, et notamment le syndrome de Bloom. Alors je vous invite à aller voir. Le syndrome de Bloom, c'est retard de croissance, joues rouges, mâchoire inférieure sous-développée, évidemment cancer. Est-ce qu'il y a un moment où ils vont tous devenir tellement moches qu'ils vont même plus vouloir baiser entre eux, quoi? C'est-à-dire que ça devient la colline à des yeux après, tu vois.
Là, là, la race doit s'éteindre. J'arrête. Je ne veux plus. Non, mais c'est leurs deux solutions. Hein. À un moment, les gars vont forcément préférer rien faire que. Ouais. Et donc du coup, tu vois, ils ont donc des petites fêtes religieuses à chaque fois avec des noms. Ils célèbrent des choses un peu cheloues. Il y a la fête des haricots, des trucs comme ça. Après, c'est fort parce qu'effectivement, personne pourra jamais les intégrer, quoi. C'est impossible. Alors, faut faire un. C'est ça. En fait, si tu te maries avec quelqu'un de l'extérieur, t'es viré, en gros. Et nous, les gens de l'extérieur, on s'appelle des gentils. Donc, si une meuf épouse un gentil, sa famille arrête de lui parler. C'est chelou comme truc, hein, d'appeler les gentils. Ah en fait, ils ont inversé les trucs où gentil pour eux, ça veut dire gentil comme si on n'était pas dans la lumière. On est les gentils bonnets. Je crois pas qu'on soit le mal. Et eux savent et nous non, donc on est les gentils, quoi. Mais tu crois que... Mais du coup, ça part vraiment d'un connard, quoi. Ça part de 8 familles qui ont décidé de... Ouais, mais au tout début. Qui ont décidé de faire leur vie ensemble. Oh là là. À la base, c'est ça. Oh, la soirée Time's Up qui a mal tourné, quoi. On fait une partouze ou on crée un... Ou une secte. Mais écoute, partouze, on a déjà donné. Il y a quand même des choses positives là-dedans. À partir de 14 ans, tu peux picoler. Voilà. Attends, mon gars, si tu veux baiser une 13%, t'as peut-être pas d'autre choix. Hein. Ça se fait pas. C'est ça. Il faut passer par un petit 2-3 petits verres de kir avant. Tu peux faire des pénitences, ça c'est connu, mais ils ont un peu calmé le jeu sur ces trucs-là, forcément. C'est quoi les pénitences? C'est quoi donc quand tu fautes? Il y a des sévices corporels, il y a Alors non, tu pouvais être banni de la maison de vacances, tu vois, les séminaires d'été, tu y allais pas, ou des choses comme ça. Mais en même temps, c'est parce que c'est pas le meilleur truc d'être viré de chez ces... Putain, mais en même temps, après l'intégration. Après, t'es tout seul, quoi. Tu vois, il y a eu des histoires encore là d'une secte aux États-Unis qui a été dissoute il y a 2 ans. Il y avait quelques stars dedans et tout. Tu peux t'en sortir même si t'es en brigade des jeunes, mais je pense que t'as quand même tu vois, même si le mec, il a été le gourou, je sais plus comment, Keith Raniere, je crois. Il a été mis en prison. On a montré que c'était un taré qui droguait les gens, qui les violait, il les marquait au fer rouge, il avait un harem et tout. Et malgré ça, au procès, il y avait encore des gens qui étaient là pour le soutenir et qui restaient dans le truc. Mais ça, je te comprends très bien. La plupart en sont sortis. Tu vois, la plupart en sont sortis. Il restait un noyau dur. Mais moi, tu sais, je t'ai dit que j'aimais les débats, mais en fait, je rêverais d'un monde, peu importe dans lequel tu me mets, où on est tous d'accord d'un truc. Et parce que si on est tous d'accord que tu vois jamais de contradiction, pour moi, je pense que le meilleur régime du monde, c'est une dictature totale, mais sans aucune espèce d'opposant. En fait, si tout le monde est d'accord qu'on va tout le monde tout le temps dans la même direction, peu importe ce que c'est, ces gens-là, ils seront heureux. En fait, je pense qu'on saura jamais si vraiment les dictatures ça marche, parce qu'il y a toujours eu des cons d'opposants à un moment, et ce qui fait que tu dois devenir violent. En fait, une dictature, à mon avis, elle est violente que quand des gens sont contre, ce qui est évident. Ce qu'ils doivent dire, non, mon gars, tu peux pas faire ça, va pas commencer à dire la vérité aux gens, on va te taper. Du coup, violence, du coup, engrenage. Mais si dès le début on décide, allez, on décide tous qu'on est la secte du mur blanc, et on est tous... C'est pour ça qu'avec 8 familles, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils étaient tous d'accord. Bon, toujours un et con. bon, là, à un moment, ça dérape. Avant qu'on en termine là-dessus, ils sont cons, la consanguinité, ils sont cons quand même. Il faut trouver un moyen. Voilà, c'est ça. Mais je voudrais juste te parler donc des origines de ce truc-là. Un zinzin, un curé en 1787. Donc on remonte un peu avant ces familles-là. Ah, ok. Voilà, un mec en 1787. Il se trouve que sur la tombe d'un mec, il y a des jansénistes qui ont des convulsions, qui commencent à faire des petites crises. Ça crée un petit culte de ce côté-là. Il y a un mec parmi eux, complètement fou, un curé polygame, qui oblige une de ses fidèles à se trancher les pieds en buvant de l'urine mêlée à de la suie. Ok. Ensuite, jusque-là, je trouve ça classique. Ouais, d'accord. Classique. Ensuite, il convainc une autre de ses fidèles de se faire crucifier. Ouais. Ça lance, vu que le mec s'appelait François Bonjour, un mouvement, une dérive sectaire des convulsionnaires de Saint-Médard qui s'appelle le bonjourisme. Ok. Ce mec-là, François Bonjour, a un fils, Élie,
et il estime que Lily est le prophète, l'enfant Dieu, et ça donne le culte que vont reprendre les familles dont on parle. C'est-à-dire que les familles dont on parle, elles ont un disciple, Lily, et elles attendent son retour sur Terre. Sauf que ce mec, Lily, qui était considéré comme un enfant Dieu, était un gars complètement fou. Je cite, d'après les documents de l'époque, le gamin caressait lascivement ses camarades, grondait, saccageait et émettait des menaces terrifiantes. Puis, une fois son église installée, il a laissé ses plans complètement de côté. Il s'est marié à une fille d'industriel et il s'est mis à vendre du taffetas gommé. Et donc, il a fini gros patron d'usine et il est dans Les Misérables de Victor Hugo en tant que patron bourgeois. Donc, le mec a complètement laissé tomber. C'était en 1830. Eh ben, les familles sont encore dans l'attente du retour de ce vendeur de taffetas gommé comme étant leur prophète. Comment ils expliquent que le gars, il a dit non, il a arrêté, que le prophète lui-même a dit. Il en avait marre. Son père était zinzin, il faisait boire de l'urine et de la suie. Non, mais lui, moi, je comprends très bien pourquoi le gars s'est dit plutôt le taffetas. Je sais pas. Mais eux, comment ils justifient s'ils croient encore? Mais de toute façon, c'est fascinant. Je sais pas pourquoi on continue à faire des Batman Origins ou des Superman Origins. C'est là qu'il faut aller piocher. Les meilleures histoires d'origine, c'est les débuts des sectes et des religions. Parce qu'au début, de fait, avant qu'ils commencent à se créer, ça peut être que marrant. Deux gars qui se disent bon, faut créer. On saura jamais, mais c'est fou quoi. C'est quand même au début, il faut quand même 3 gars pour se dire, on tenterait pas un petit acte. Ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit dans le dernier épisode, tu vois. Sur ce petit truc à lancer, cette petite secte à lancer, et sur la facilité. Au final, ça revient. On va devoir la créer cette putain de secte. Je pense. Bien, alors j'ai très faim. Oui, il fallait manger avant. Moi, j'avais mangé avant. Ah oui, d'accord. J'ai pas eu le temps, mais je bossais, mon vieux. C'est vrai que j'aurais dû. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être mettre un terme à cet épisode. Eh bien, la semaine prochaine. Très vite. Écoutez, je crois que je vous ai perdu. Début de semaine prochaine. Salut. Salut. Oh.